Bon, cette fois c'est du sérieux, ça va pas être une vidéo débile remplie de mèmes cette fois. On est sur un jeu qu'il faut analyser en profondeur pour le comprendre. Un jeu aux nombreuses facettes tout aussi fascinantes les unes que les autres, et non je déconne. Ça va encore être une vidéo bordélique à souhait et en surface. Pour changer. Vous avez remarqué que j'aime les jeux un peu obscurs. Elden Ring ça compte pas malgré les ventes, vu que les normies ont envahi la série de From tout en passant leur temps à se plaindre de la difficulté et du manque de contrôle. Mais on va pas parler de ça en particulier parce que je vais m'énerver. On va plutôt parler d'Ikaruga, mon shoot'em up préféré. Un genre assez peu exploité de nos jours et même à l'époque de sa sortie sur bande d'arcade. Oui, les bandes d'arcade, ce truc de vieux boomer à la con, où il fallait mettre des pièces pour jouer. Alors que de nos jours, il suffit d'acheter le Battle Pass pour avoir l'expérience complète. Il y eut à l'époque d'excellentes critiques à peu près dans tous les magazines, même si en termes de vente on n'est pas sur un poids lourd en fait, vu que le shoot'em up c'était plus à la mode à ce moment-là. Et c'est pas non plus à la mode aujourd'hui malheureusement. Dans le titre Ikaruga, il y a le kanji Ikaru, qui est le nom d'un oiseau dont le plumage est noir et blanc. Mais je peux également citer la ville Ikaruga, où ont été construits des temples bouddhistes reconnus depuis par l'UNESCO. Ce que je veux dire, c'est que la polarité noir et blanc évoque évidemment le yin et le yang, ainsi que bien d'autres symboles culturels et religieux. Nonobstant, je vais pas non plus passer une heure sur la signification profonde des noms des niveaux, on n'a pas que ça à foutre non plus. Mais c'était quand même le point culturel qui montre que j'ai actuellement bossé pour écrire ce test. Et oui. Créé par Treasure et sorti en 2001, Ikaruga est le jeu qui m'a vraiment fait rentrer dans les shoot'em up. Et je ne parle pas de Gradius ou de R-Type, qui sont les OG du genre, ça c'est clair, mais des boulettes L, aka les manic shooters, aussi appelés les Danmaku au Japon, ou en français on pourrait dire les rideaux de balles, dont le principe est de vous inonder de boulettes qui tuent en un coup, mais qu'on peut éviter en comprenant les patterns, et surtout en profitant des hitbox extrêmement permissives, puisque en général le joueur et les boulettes qu'il doit éviter ne font que quelques pixels à l'écran. Le studio Treasure qui n'a fait d'ailleurs que des jeux de fous, comme Gunstar Heroes ou Bangai-O sur Dreamcast et Nintendo 64 qui est bien bordélique. Il y a aussi Sin and Punishment qui est très original dans sa façon de jouer, et surtout le second volet sur Wii qui est vraiment un truc de fou. Et il y a même McDonald's Treasureland Adventure, qui est un bon jeu. Oui, un jeu à licence McDonald's qui est actuellement un bon jeu. Étonnant, non? Et bien sûr et surtout, ils ont développé le meilleur shoot'em up ever. Je parle bien sûr de Radiant Silvergun, qui a un nom hyper classe, putain. D'ailleurs, j'aurais dû parler de ce jeu avant Ikaruga, tellement son influence se fait sentir sur ce dernier avec son système de scoring et une partie de son scénario. En plus, Radiant Silvergun se trouve être l'un des shoot'em up les plus riches, longs et variés qui m'ait été donné de jouer. Non vraiment, c'est un putain de classique, une claque de malade, et j'en ferai peut-être un test un jour. Ikaruga a d'abord été conçu comme un jeu d'arcade, mais a été porté sur plusieurs consoles, notamment la Dreamcast en premier lieu. En termes de chiffre de vente, c'est pas la folie, mais c'est pas catastrophique non plus, avec une version de Dreamcast et GameCube qui cumule à peine 34 000 exemplaires au Japon. Je suis mort. Oui, c'est ridicule, on est d'accord. Tandis que la version Xbox Live Arcade s'est vendue à 137 000 copies, et la version PC à 128 000 copies. Moi je vous conseille la version Switch, qui est la console canon finalement pour jouer au jeu, vu qu'on peut switch de couleurs dans le jeu. Moi à l'époque, vu que j'avais grave envie d'y jouer quand il est sorti, mais que je trouvais pas le jeu sur GameCube, j'y ai joué sur émulateur Dreamcast, et vu que mon PC était pourri, ça tournait sûrement à 60% de la vitesse normale tout au plus. Et je croyais que j'étais trop fort, j'arrivais même à faire du scoring et tout. Mais en fait c'est normal vu que ça tournait super mal et à une vitesse lente, ça rendait le jeu vachement plus simple en fait. Et j'avais le temps de comprendre ce qui se passait du coup. Par contre, quand j'essaye de faire les mêmes tricks aujourd'hui, on va poliment dire que ça se passe modérément mal. Je vais t'enculer. Globalement, Ikaruga a une structure de shoot'em up classique. Il y a des niveaux avec un boss à la fin, on tire sur tout ce qui bouge, on évite les pluies de boulettes et on meurt en un coup. C'est vraiment un passe-temps très agréable les shoot'em up. Mais Ikaruga fait certaines choses bien différemment des autres jeux, et ce ne serait pas juste de le comparer à des titres purement boulettes L, tels que Dodonpachi, Mushihime-sama, Giga Wing, et j'en passe. Salut Jean. Putain mais cette blague est éculée, qu'est-ce que je fais? En effet, Ikaruga se base sur une mécanique de jeu absolument géniale de changement de polarité. D'une pression de touche, il est possible d'intervertir entre deux couleurs, noir et blanc. Quand on est blanc, on peut absorber tous les tirs de sa couleur blanche, et quand on est noir, on peut absorber tous les tirs de sa couleur noire. Mais alors vous vous dites, on peut être invincible si on swap constamment de polarité, non? Eh bien non, on est même vulnérable aux deux couleurs durant les changements, donc il n'y a pas de frame d'invulnérabilité, les développeurs s'en sont bien assurés. Tous les ennemis du jeu sont soit noirs soit blancs, et ils ont une sensibilité accrue à la couleur opposée, puisqu'ils se font détruire en 2 fois moins de tirs, ce qui incite à changer souvent de polarité. Enfin, lorsqu'on absorbe des attaques de la même couleur, on peut tirer plusieurs lasers téléguidés, qui visent les ennemis les plus proches en priorité, et ils ne peuvent pas être bloqués par les décors. Ceci donc via une jauge graduée à gauche que l'on voit là, où chaque carré correspond à un laser.
C'est donc un outil très efficace si on sait s'en servir. Au passage, cette mécanique de polarité vient d'un de leurs précédents jeux, Silhouette Mirage, jeu dans lequel on change de couleur selon qu'on est tourné à gauche ou à droite. Un autre point important qui fait la force d'Ikaruga, c'est sa manière d'utiliser les décors comme autant d'obstacles fatals à éviter. Que ce soit des caisses en mouvement, des murs, des barrières et autres, il y a fort à parier qu'une bonne partie des morts seront du ressort d'accidents. Ça me rappelle des jeux comme R-Type et Gradius où frôler le moins de pixels de décor, c'est la mort instantanée. Ouais, ça déconnait pas à l'époque. En même temps, ça permettait de dépenser du fric en borne d'arcade, faut dire. Bon, aujourd'hui non plus même sur console quand on voit qu'un jeu comme Gradius 5 est encore plus hardcore. Et c'est aussi un jeu fait par Treasure d'ailleurs. Potentiellement le meilleur shoot'em up de la PlayStation 2, rien que ça. Non, mais quand je dis que ces développeurs c'est des putains de boss, c'est limite un euphémisme en fait. Un point sur lequel il faut bien insister, c'est que finir le jeu normalement, c'est pas vraiment le finir réellement, car Ikaruga est plus un puzzle game qu'un shoot'em up, et sa finalité c'est le scoring, c'est-à-dire faire un max de points en optimisant absolument tout ce qui est possible. En soi, le jeu est largement faisable si on essaye juste de survivre. D'ailleurs, dans les interviews, les développeurs ne s'en défendent pas et insistent sur le fait que le jeu a été designé pour deux publics, ceux qui jouent pour le scoring et ceux qui veulent simplement finir le jeu sans trop mourir au passage. Je dis pas que c'est une mauvaise chose bien sûr, mais ça peut être difficile d'équilibrer un jeu pour contenter deux publics. Beaucoup de développeurs tentent de toucher le maximum de joueurs, mais il paraît difficile de plaire à tout le monde car on risque au final de ne plaire à personne. Il me semble plus intéressant de se concentrer sur un seul type de joueur, et perfectionner un style de jeu plutôt que de bouffer à tous les râteliers. Mais bon, c'est le dilemme du Jack of all trades, Master of none. The fuck? Ah, j'ai un sacré niveau d'anglais, hein, n'est-ce pas? Ce qui veut dire en gros qu'on peut être bon en tout, mais sans jamais vraiment maîtriser quoi que ce soit. Enfin en principe. Honnêtement, Ikaruga s'en sort plutôt bien à ce niveau, puisque les bases du jeu sont très simples à comprendre, mais difficiles à maîtriser. Du coup, parlons de scoring. Le jeu incorpore un système de chaîne qui est l'élément central du design, au point où tous les niveaux sont créés avec ce concept en tête. En gros, c'est assez simple, détruire 3 ennemis du même couleur constitue une chaîne, qu'on peut enchaîner avec une suivante puis une autre. A chaque fois qu'on complète une chaîne, le score initial de 100 par chaîne est doublé. Mais si jamais le joueur touche un vaisseau de la mauvaise couleur au milieu d'une série, ça reset le compteur de chaînes qui redémarre à 100 points. Plus le nombre de chaînes d'affilée augmente, plus les points rapportés par celles-ci sont donc importants, jusqu'à un maximum de 25 600 pour 3 ennemis tués au final. Il est donc essentiel pour avoir un bon rang de faire des chaînes les plus longues possibles sans les péter, sinon on devra reprendre à 100 points pour 3 ennemis détruits, ce qui est assez gênant si on essaye de scorer quand même. A nouveau, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et ce système de chaîne provient également de leur ancien jeu, Radiant Silvergun, mais en l'occurrence c'était beaucoup moins clair car il y avait 3 couleurs, rouge, bleu et jaune, et en plus les ennemis étaient distribués de manière inégale parmi ces couleurs, et autant dire que c'était le bordel. Alors que cette fois dans Ikaruga ça a été streamliné, et que ça présente bien plus clair puisqu'il n'y a que 2 couleurs. Bon par contre, Ikaruga il est un jeu assez court, mais quelque part ça en fait sa force puisque ça permet de se concentrer sur les 5 niveaux très variés qu'il propose, au point où il n'y a pas un seul challenge répété. On passe donc d'une situation à une autre sans arrêt, les patterns sont variés, et les défis proposés se renouvellent en permanence. Bon, j'avoue c'est tellement bien foutu que j'aurais voulu 1 ou 2 niveaux de plus, surtout quand on compare avec la durée de vie de leur précédent jeu, Radiant Silvergun. Et oui, car celui-ci se terminait en 1h30, là où Ikaruga se termine en à peine une demi-heure. C'est donc assez limite, puisque cette vidéo risque d'être plus longue que le jeu lui-même. On a par ailleurs le choix entre 3 difficultés, et la différence la plus importante c'est qu'en normal, les ennemis lâchent des boulettes quand ils meurent s'ils sont de la même couleur que nous, alors qu'en difficile, tous les ennemis lâchent des boulettes, peu importe leur couleur. Et autant, le mode normal je le trouve plutôt équilibré, car on se fout pas dans la merde dès qu'on essaye de détruire quelques ennemis, autant en difficile, faut vraiment faire gaffe à chaque tir, à chaque ennemi qu'on défonce, car ça peut nous retomber dessus assez vite, saturant l'écran de boulettes très gênantes. What the fuck? Alors, fuck! Stop screaming! Stop! Dans tous les cas, je ne recommande pas le mode facile, où on peut juste bourriner et détruire tout ce qui pop à l'écran sans conséquence. C'est beaucoup plus intéressant de faire des choix et donner la priorité à certains ennemis et obstacles. Ah, et il y a un mode de joueur en local, comme pour la majorité des shoot'em up, car c'est toujours marrant de se faire laminer à 2. Par contre, en normal, ça fout le gros bordel, à cause des boulettes de sa propre couleur qui pop quand on détruit un ennemi. Car du coup, si votre pote est d'une autre couleur que vous, bah vous venez de lui créer un tas d'obstacles difficiles à éviter en fait. Et tant qu'à faire, les vaisseaux peuvent se pousser mutuellement, alors qu'il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de place sur les côtés, où on peut se pousser dans des obstacles. De quoi détruire des amitiés en peu de temps, hein. Au passage, il y a des gros tarés qui jouent les 2 vaisseaux à la fois. Ces fameux super players, qui jouent tellement bien qu'ils font plus de points en jouant les 2 vaisseaux à la fois qu'en jouant un seul.
Des gros tarés quoi, moi j'ai du mal à suivre alors que je joue un seul vaisseau, mais eux quand ils en jouent deux, comme si de rien n'était, ils scorent comme des malades. De quoi relativiser sur mon niveau de jeu qui est plutôt moyen en fait. Concernant l'histoire, c'est assez mitigé, car franchement, hormis quelques textes en intro de chaque niveau, il n'y a rien de bien significatif à se mettre sous la dent. L'histoire est même carrément racontée dans le manuel du jeu. C'est pour dire le niveau de balécouillisme des développeurs à ce niveau. Mais on va quand même regarder ça de plus près. Dans le passé, le dirigeant d'une île-nation, Tenro Orai, découvrit profondément sous terre une magie à la puissance divine. Lubusumnagami Okinokai. Lubusnagami Okinokai. Par contre, ça me rappelle quelque chose ce prisme. Ah ouais, c'est sympa la réutilisation en fait. Tenro et ses alliés usèrent de ce pouvoir pour faire la guerre et étendre leur empire. Mais une fédération rebelle émergea, le Tenkaku, se battant pour libérer le monde du joug de Tenro. Au bout du compte, les rebelles furent tous exterminés, à l'exception d'un pilote, Shinra, qui s'écrasa sur un village dans une île perdue. Ce village était peuplé de ceux qui furent exilés durant l'expansion de l'empire. C'est ces habitants qui sauvèrent Shinra de son crash d'avion. Encore plus déterminé à vaincre l'empire, Shinra se tourna alors vers ses habitants, qui lui confièrent un avion spécial appelé Ikaruga, dont le pouvoir est de changer de polarité. Et le reste du scénario, ça va dépendre de votre interprétation, comme si c'était encore un putain de jeu de From Software quoi. J'aurais voulu analyser dans les détails chaque niveau, mais ça serait un peu long. Par contre, on a le temps d'aborder les boss, qui sont extrêmement bien designés. Le premier arrive d'ailleurs comme tous les autres, c'est-à-dire en fanfare. Ce premier boss est d'ailleurs assez simple, puisqu'il ne fait que changer de couleur d'une phase à l'autre. Enfin, je dis ça, mais si le timer tombe actuellement à 0, le boss va se casser. Genre, il a autre chose à faire apparemment. Adieu alors le bonus de destruction de boss qui est assez important. Disappointed! Pour le niveau 2, ça part en couille direct, avec une intro assez hardcore pour le scoring et pour tout éviter. Voyez par vous-même. Bon, j'ai dit qu'on parlait que des boss, alors parlons de celui du niveau quand même. Celui-ci possède deux côtés qui envoient chacun une couleur différente, avec des contractions qui s'ouvrent en tirant dessus avec une couleur et laissent apparaître les points faibles sur lesquels il faut tirer avec la couleur opposée. C'est donc un boss qui fonctionne comme un puzzle. Bon, c'est pas Myst non plus, vous inquiétez pas, ça reste un shoot'em up, on n'est pas là pour passer un doctorat. Ça commence à être un peu dur, surtout que le boss restreint parfois la zone et spamme les boulettes pour nous forcer à changer de couleur. Mais c'est vraiment un bon boss, qui commence à exploiter réellement le système de polarité du jeu. Pour le niveau 4, il y a un mini-boss, qu'on n'abordera pas du tout parce qu'il est relou. Le vrai boss, quant à lui, est de loin celui que j'aime le moins du jeu et peut-être l'un des plus difficiles. Comme vous voyez, c'est un moulin avec des tourelles qui nous bombardent la gueule en permanence. Il est possible de passer entre les panneaux, qui forment une croix pour se planquer des tirs, mais il est également très facile de percuter ces mêmes panneaux. Le boss accélère au fur et à mesure qu'on détruit ces tourelles, jusqu'au point où il se met à tirer 4 lasers, évidemment aux couleurs qui alternent et qui tournent rapidement. Et là, si vous en finissez pas assez vite, bah ça va être le gros bordel, parce que faut pas oublier que les lasers poussent le joueur quand il est dedans. J'ai beaucoup aimé ce niveau, mais pas vraiment son boss. Oula, pardon, j'ai failli m'emporter. Le boss du niveau 4 est à l'image du niveau 4, c'est-à-dire l'enfer. Ce boss est donc extrêmement tendu, puisqu'on est en permanence confiné entre des murs, le boss et des lasers de couleurs qui alternent et par lesquels on doit bien passer pour pas finir rasé. Et le point faible qui est son centre est bien protégé par des murs qui s'ouvrent à force de tirer dessus, sauf que ces murs tournent constamment avec le boss, donc les occasions d'atteindre le cœur sont moins nombreuses. Ah, et passé un certain stade, il commence à tirer des lasers à travers ces ouvertures que l'on vient de créer. Bref, c'est sûrement le boss le plus dur du jeu si on connaît pas la technique, qui est actuellement assez facile à trouver, moins facile à exécuter certes. C'était sûr! Bon, ça reste quand même un super boss. Mais on va en rester là concernant ce niveau de Shaitan. Le niveau 5. La majorité du niveau, c'est le boss final, qui a différentes phases, dont celle-ci que j'aime beaucoup, où on est forcé de rester dans des tirs continus, en évitant de justesse des boulettes, et ensuite la phase que j'aime moins, où c'est juste infernal, car il faut en permanence faire gaffe aux serpents qui nous poursuivent et lâchent une traînée derrière eux de couleurs,
et qui en plus balance des tirs de tourelle par grappe un peu partout à l'écran. Alors bon courage pour comprendre comment négocier ce passage franchement. Puis vient la phase de combat final assez épique qui force le joueur à échanger ses attaques chargées avec celles du boss qui switch de couleur à volonté. Limite ça devient un jeu de rythme le truc. Franchement c'est vraiment marquant comme gimmick. Un peu comme quand on joue au tennis avec Ganondorf dans Zelda. Enfin, toute l'énergie accumulée par le vaisseau est relâchée pour détruire le prisme. Oui, c'est ça le méchant final. Ce qui nous amène à la fin d'Ikaruga. En tout cas, on a abordé tous les boss du jeu qui étaient très intéressants. Parlons maintenant des points forts et des points faibles du jeu. Tout d'abord les points forts. Plus on joue, et plus on se rend compte que les niveaux d'Ikaruga sont élaborés avec minutie et sont parfaitement étudiés pour avoir des routes de scoring plus ou moins claires. Évidemment, beaucoup d'éléments sont laissés au bon vouloir du joueur qui doit décider comment gérer certaines situations, car si une route était trop évidente, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais l'agencement des ennemis, leur couleur et leur nombre semblent en tout cas volontairement placés de sorte à permettre une flexibilité dans son approche. Comme dit plus tôt, les combos de chaîne sont vraiment ce qui fait gagner le plus de points, et du coup il faut revoir sa manière de jouer en comparaison à quand on essayait juste de survivre. Il ne faut pas tuer tous les ennemis de manière aléatoire, maintenir des chaînes ça demande d'être méthodique. Tirer au coup par coup permet d'ailleurs d'être plus chirurgical, ce qui est assez rare pour un shoot'em up. Parfois il est nécessaire d'attendre certains patterns ou un moment spécifique pour tirer et détruire plusieurs ennemis à la fois sans risquer de péter son combo. Autre exemple, si on détruit rapidement certaines séquences d'ennemis, il y en a plus qui apparaissent en bonus pour faire plus de chaînes, ce qui encourage la prise de risque en faisant des manœuvres rapides pour avoir ses scores bonus. Bref, en termes de level design, c'est vraiment difficile de critiquer, ce qui, de mon point de vue bien sûr, est un jeu sans faille apparente. Dans les détails stylés, j'ai trouvé les effets de chaîne assez satisfaisants, ce qui pousse à maintenir celle-ci. Rien de plus agréable que d'entendre des max chain à répétition. Il y a aussi la clarté des couleurs utilisées, comme le noir qui vire au rouge et le blanc qui vire au bleu, pour bien ressortir à l'écran. Je n'ai pas parlé de la BO excellente par Hiroshi Iuchi, compositeur qui a participé au développement du jeu dans son ensemble, et notamment tout le prototypage et la partie modèle 3D. Donc c'est un peu le papa du jeu, normal. Il semble savoir tout faire comme le veut la tradition chez les japonais. Blague un peu raciste. Le mec part d'ailleurs complètement en couille sur la musique des boss tellement celle-ci est dynamique et prenante. La musique des niveaux n'est pas non plus en reste, puisqu'elle reste cohérente du début à la fin, utilisant des instruments et des tonalités similaires d'un niveau à l'autre. D'ailleurs, il y a clairement un leitmotiv, assez peu subtil, on est d'accord, écoutez plutôt. Un point de détail que j'apprécie également, même si ça fait un peu kitsch, en mode regardez c'est actuellement un jeu en 3D, c'est la présence de changements de plans plus ou moins subtils comme lors des fins d'introduction ou incorporés au niveau, et notamment au niveau 4 où on se balade pas mal autour de cette espèce de satellite central. C'est tout con, mais ça ajoute un peu de profondeur, on se sent un peu plus immergé dans l'univers du jeu même si c'est vraiment pas essentiel au gameplay. Bon, passons aux points faibles qui sont pas nombreux au final. Je sais que le scénario dans les jeux vidéo c'est pas important, mais John Carmack a dit un jour que avoir une histoire dans un jeu, c'est comme avoir une histoire dans un film de cul. C'est attendu même si on sait que ça volera pas haut. En tout cas, ça veut bien dire que, il faut une histoire quoi. Et concernant Ikaruga, faut tout de même admettre que son scénario est quasiment absent. On a même pas le temps de lire les messages au début des niveaux, c'est quoi ce bordel? Et pourquoi on se suicide à la fin? J'ai pas compris de toute façon. Et d'ailleurs, il n'y a pas des petits problèmes de traduction par-ci par-là? Parfois, vous vous perdez face à des fardeaux déraisonnables pour surmonter, vous avez besoin d'une conviction ferme, d'une pénétration et de la capacité d'agir. Par ailleurs, j'ai un petit souci avec la hitbox du vaisseau et des ennemis. En vrai, c'est pas gênant la plupart du temps, mais parfois quand on doit bouger précisément, on se prend un truc et on meurt sans trop savoir pourquoi ça a touché. Ce que j'attribuerais à un manque de clarté par rapport à la hitbox de notre vaisseau. J'aurais aimé avoir un repère visuel pour savoir où est la hitbox. Car c'est pas évident naturellement. Après c'est peut-être moi qui galère pour pas grand chose, j'avoue. Je rappelle que niveau skill, je pourrais carrément devenir journaliste de jeux vidéo. Autre problème qui actuellement n'en est pas un, c'est que parfois on dirait qu'il faut 2 cerveaux pour pas crever. Honnêtement, le niveau 4, j'y arrive pas du tout. Il y a juste trop de trucs à gérer. Alors à moins de connaître chaque seconde du niveau sur le bout des doigts, c'est vraiment pas évident ne serait-ce que pour survivre.
Comme je disais, c'est pas un vrai problème, juste que j'ai l'impression que le curseur de difficulté est parfois placé un peu trop haut pour être amusant, et on fait des espèces de montagnes russes avec la courbe de progression. Chacun son avis là-dessus, bien sûr. C'est encore une fois le débat de la difficulté, dans lequel je ne souhaite toujours pas m'engouffrer. Mais je pense que vous m'avez compris. Par contre, un défaut qui lui est objectivement objectif, c'est le manque de mode entraînement. En gros, si vous souhaitez vous entraîner sur un niveau particulier, il n'y a aucune option pour relancer le niveau instantanément. À la place, il faut quitter et revenir dans le menu pour choisir le chapitre qu'on veut, ce qui fait perdre au moins 20 secondes. Pour un jeu qui encourage le joueur à s'améliorer principalement par la répétition, ne pas pouvoir réessayer rapidement un niveau quand on se foire, c'est juste complètement con. Je sais que le jeu était prévu pour l'arcade et qu'on devait mettre des pièces, etc. Mais en le portant sur console, cette option aurait dû être ajoutée. Mais finalement, ils y ont pas pensé, les gars. Par contre, ils ont pensé à ajouter d'autres modes de jeu, c'est là que je comprends pas. Ça devrait demander un minimum d'effort d'ajouter un bouton restart. À la place, ils font un mode de jeu qui est compliqué à faire. Enfin, il se passe quoi avec les explosions quand les boss meurent? Ça rame de manière assez voyante quand même. Les mecs ont voulu que ça fasse stylé, ou ils ont juste codé le jeu avec le cul? Je pense pour un mix des deux, hein, quand même. Au final, Ikaruga, c'est un peu le shoot'em up parfait au level design quasiment intouchable, à la musique entraînante et au style graphique presque intemporel. C'est aussi le jeu au gameplay magistralement étudié avec son système de polarité qui aujourd'hui encore fait partie de mes concepts préférés, aux côtés des portails de... Portal ou des Glory Kills de Doom. D'ailleurs, Metal Gear Rising l'a fait avant Doom ça, hein. Désolé pour l'aparté mais fallait que je le case, car il est toujours important de rappeler que Metal Gear Rising, c'est le putain de feu. Malheureusement, aujourd'hui, il s'agit d'un genre de niche, et Ikaruga en reste le roi incontesté depuis sa sortie. Y a pas à dire, on n'en fait plus des shoot'em up de cette qualité, et il faut se contenter de Bullet Hell, qui se ressemblent tous, et qui n'innovent plus, à quelques exceptions près. S'il vous plaît, Treasure, faites-nous Radiant Silvergun 2 ou Ikaruga 2, un de ces quatre. Je sais que vous n'existez plus, que votre dernier jeu est sorti en 2014, mais bon, moi je continue à espérer, hein. Reste-t-il encore des shoot'em up enjoyers en 2022, c'est ça la question. Dans tous les cas, ce n'est pas un jeu que je conseille à tout le monde. Il faut beaucoup de patience et de volonté pour essayer encore et encore des niveaux qu'on finit par connaître par cœur. Je ne conseille bien sûr pas ce jeu aux gens qui n'ont jamais touché de manette de leur vie. Mario, ça reste quand même un peu plus accessible, on est d'accord. Par contre, je recommanderais Ikaruga à ceux qui se font chier comme des rats, vu l'état calamiteux des jeux vidéo en 2022, où plus rien n'est exigeant et où tous les jeux sont des reskins d'autres jeux. Au moins, là, Ikaruga, c'est une expérience inédite. Et même si j'ai spoil la majorité du jeu, jouer et regarder quelqu'un jouer, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous avez tout vu du jeu qu'il ne va pas vous surprendre. D'ailleurs, c'est le gros reproche que j'ai toujours fait au let's play et au streaming de jeux solo. Les viewers semblent penser qu'ils ont fait le jeu, alors que le jeu vidéo, c'est fait pour être joué. Et oui, on n'est pas au ciné à ce que je sache. Mais fin de l'aparté. Je donne donc à Ikaruga la note impeccable de 2 boîtes de Ritaline sur une forte irritation des yeux. Bon, j'espère quand même que vous vous êtes pas endormi sur cette critique. C'était plus constructif que d'habitude, et j'ai même réussi à éviter des blagues de mauvais goût, alors que ça aurait pu être facile. Du coup, pour me féliciter, vous devriez vous abonner.